Bonjour à tous et bienvenue sur Naël Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur la réduction. Donc chose promise, chose due, on a dépassé les 150 abonnés et je vous remercie pour ça. J'ai acheté une tablette graphique pour qu'on puisse voir ensemble les vidéos de cours autrement que sur des supports slides. Donc à partir de maintenant, dès cette vidéo, vous allez pouvoir voir manuscritement le cours se passer sous vos yeux. Donc on va notamment voir toutes les démos ensemble du cours. Et ce sera, je pense, beaucoup plus vivant pour vous que de simplement me regarder lire des slides. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour le soutien que vous m'avez apporté récemment. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, je les lis tous. Vous avez été nombreux à me recommander de faire l'acquisition d'une tablette graphique, donc c'est fait. Et voilà, donc n'hésitez pas, en regardant cette vidéo, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce cours avec la tablette graphique. Si ça vous convient mieux, si vous trouvez que c'est plus agréable que les anciens supports. Et voilà, pour les nouveaux sur cette chaîne, pour me soutenir, c'est simple et c'est gratuit. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Ça me permet, dans l'algorithme YouTube, de remonter dans le référencement. Et ça va permettre à la chaîne de grandir plus facilement. Donc voilà. Sans plus attendre, on passe au jingle. Et ensuite, première vidéo sur la réduction. On s'attaque aujourd'hui au sous-espace stable. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la vidéo sur les sous-espaces stables. Donc le premier point de toute la série de vidéos qui va arriver sur la réduction. Donc aujourd'hui, on se focalise sur les sous-espaces stables. Alors on va commencer par définir dans un premier temps ce que c'est qu'un sous-espace stable. Donc on prend E, un espace vectoriel sur un corps K, et U, un endomorphisme de L de E. Un sous-espace F de E va être dit stable par U si U de F est inclus dans F. Qu'est-ce que ça veut dire U de F inclus dans F? Ça veut dire à chaque fois qu'on va prendre un élément du sous-espace grand F, son image par U va rester dans F. Donc c'est ça en fait ce qu'on appelle un sous-espace stable par U. Donc voilà, une petite remarque concernant les sous-espaces stables. Si F est stable par U, alors la restriction de U à F va être un endomorphisme de F. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que U restreint à F, en fait, U, c'est un endomorphisme de E. On a dit que F, c'était un sous-espace de E. Donc on peut regarder ce qui se passe si on restreint l'endomorphisme U à F. C'est-à-dire que maintenant, l'espace de départ de U ne va plus être tout E, mais il va juste être le sous-espace F de E. Donc si on restreint U à grand F, on va se retrouver avec un endomorphisme de F. En effet, U est une application qui est linéaire. Donc sa restriction à F va rester une application linéaire. Toutefois, U restreint à F va avoir son image qui va également être dans F. Donc maintenant, U restreint à F, c'est une application linéaire qui part de F et qui arrive dans F. Donc c'est bien un endomorphisme de F. Donc cette restriction U à F, on va appeler ça l'endomorphisme induit par U sur F. C'est ça en fait l'utilité de regarder les sous-espaces qui vont être stables. Ça va permettre de former des endomorphismes par restriction. Donc c'est ça qui est important de noter. Je vous fais un petit schéma en bas qui n'est pas du tout la démonstration du théorème qu'on va voir juste après. Mais en fait, si là vous avez E et disons là vous avez F, U, qui est un endomorphisme de L de E. Donc en fait, U part de E et arrive dans E. Et U linéaire. En fait, c'est ça la définition d'un endomorphisme. Maintenant, U restreint à F, c'est l'endomorphisme qui, au lieu de prendre ses éléments dans tout E, va prendre ses éléments juste dans F. En fait, je vais le mettre en gris pour qu'on voit bien. Ça part de F et ça arrive cette fois où ça arrive dans F. Et U, elle est toujours linéaire. Donc en fait, on a bien que dans ce cadre-là, U restreint à F, ça va bien être un endomorphisme de F. Maintenant, attention, si là, dans cette couleur ici, je prends, disons, même s'il est intersecté, un autre sous-espace H, on ne sait rien de la restriction de U à H. On ne sait rien. Et donc, a priori, je dis bien a priori, U restreint à H, c'est une application qui part de H, mais qui arrive cette fois dans E. C'est-à-dire que si on prend un élément de H, on n'est pas sûr que son image par U va rester dans H. Peut-être que son image par U va retomber sur un élément de E qui n'est pas dans H. Donc voilà, c'est possible, on va dire que potentiellement, il existe un petit h qui appartient à grand H, tel que U de petit h, il appartient à E sauf H.
Et donc à partir de ce moment-là, U restreint à H ne va pas être un endomorphisme de H. C'est en fait ce qu'on vient d'expliquer là, c'est juste que H, a priori, n'est pas stable par U. Donc il peut y avoir des éléments de grand H qui ont leur image par U, qui tombent à l'extérieur de grand H. Donc en fait voilà, c'est ça l'utilité d'observer plein de propriétés sur les sous-espaces stables, c'est de savoir ensuite que les endomorphismes induits vont être, comme leur nom l'indique, des endomorphismes. Voilà, donc maintenant on va passer au théorème suivant. On va prendre U et V, deux endomorphismes de E. Donc U et V sont deux éléments de L de E, tels que U et V commutent, c'est-à-dire que U rond V va être égal à V rond U. On va en fait avoir, dans le cas où les deux endomorphismes commutent, on va avoir le noyau de U et l'image de U qui vont être stables par V. Réciproquement, le noyau de V et l'image de V vont également être stables par U. Comment est-ce qu'on va démontrer ça? On va d'abord montrer que le noyau de U est stable par V. Donc on va prendre un élément, petit x, qui appartient au noyau de U. Ensuite, comme les endomorphismes U et V commutent, on va avoir U appliqué en V de x qui va être égal à V appliqué en U de x. Sauf que U de x, c'est égal à 0, puisque x est dans le noyau de U. Ça va être égal à V appliqué au 0 de E. Et l'image par une application linéaire de 0, c'est toujours 0. Donc ça, c'est égal à 0 de E. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que si on prend un élément x qui est dans le noyau de U, alors V de x va encore être dans le noyau de U. Donc V de x appartient au noyau de U. Et donc là, on a bien montré que dès qu'on prend un élément du noyau de U, son image par V reste dans le noyau de U, d'où V de ker de U qui est inclus dans ker de U. Et donc on retrouve bien la définition qu'on avait posée là, de dire que le sous-espace de E, ker de U, est bien stable par V. Maintenant, on va chercher à montrer que l'image de U est stable par V. Donc, on va prendre un Y quelconque qui est dans l'image de U. L'objectif, ça va être de montrer que l'image par V de Y reste dans im de U. Donc, par définition, puisque Y il est dans im de U, il existe X dans E, tel que Y est égal à U de X. Ça, c'est donc la définition de Y appartient à l'image de U. Comme Y il est égal à U de X, on va maintenant avoir V de Y qui est égal à V de U de X, qui est égal à U de V de X, puisque U et V commutent, et donc U de V de X, ça appartient bien à l'image de U. Et donc U de V de X, ça appartient bien à l'image de U. Et donc là, on vient encore une fois de montrer que l'image par V de Y reste un élément de im de U. Donc on a bien montré que V de im de U était inclus dans im de U. Donc voilà, on va encadrer ça pour que ce soit bien lisible. Voilà, donc on a bien montré ici que lorsque deux endomorphismes commutent, le noyau et l'image de l'un sont stables par l'autre. Donc en fait, à partir du moment où on a des endomorphismes qui commutent, on est sûr d'avoir des sous-espaces de l'espace vectoriel en question qui sont stables par l'un ou par l'autre. Donc voilà, ça c'est un premier résultat qui est important, puisque en fait on va toujours pouvoir définir V restreint au noyau de U ou V restreint à l'image de U, et ça va rester en fait des endomorphismes respectivement du noyau de U et de l'image de U. Ensuite, maintenant qu'on a défini des nouveaux endomorphismes avec les endomorphismes induits, on va essayer de regarder comment s'écrivent les matrices de ces endomorphismes induits dans une base bien choisie de l'espace E. Si vous avez des petits problèmes avec les représentations des endomorphismes dans des bases et comment est-ce qu'on écrit la matrice d'un endomorphisme dans une base, etc., je vous mets en haut à droite une petite bannière qui va vous rediriger vers la vidéo de cours dans laquelle je présente tout ça, donc la vidéo de cours sur les matrices que j'ai déjà faite. Je vous incite à aller la voir. Maintenant, on prend U, un endomorphisme de E toujours, tel que le sous-espace F de E est stable par U. Donc là, F, c'est bien un sous-espace de E, et on suppose qu'il est stable par U. Et U, on prend donc un endomorphisme de E, donc un élément de L de E. Donc, on va écrire BF, donc E1 jusqu'à EP, une base de F. Donc là, on suppose en fait que F, elle est de dimension P. J'espère que tout ça, c'est bien clair pour vous. On va compléter cette base BF en une base B de E. Donc, on va la compléter, on retrouve bien E1 jusqu'à EP, la base BF de grand F, et on la complète avec EP plus 1 jusqu'à EN, en une base totale B qui fait une base de E.
Donc là, on a supposé que E, elle était dimension n, et que le sous-espace F qu'on considère, il est de dimension P, avec P strictement inférieur à n. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est à regarder comment s'écrit l'endomorphisme U dans la base B. Donc, en fait, on a le théorème suivant qui nous assure que F, elle va être stable par U, si et seulement si la matrice de U dans la base B, elle va être de la forme, en fait, triangulaire supérieure, mais par bloc. C'est-à-dire qu'on va retrouver le bloc A, le bloc B, le bloc C, qui sont du coup dans l'aspect triangulaire supérieur, qui vont être a priori non nuls. Et en bas à gauche, on va retrouver en fait une sous-matrice nulle. Donc voilà, c'est ça dont il faut se rendre compte. Pourquoi est-ce qu'on a ça? La démonstration, j'ai pas forcément besoin de faire une démonstration hyper formelle, il faut juste que vous compreniez ce qui se passe. En fait, quand on écrit U dans B, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que là, on va considérer U de E1, tac tac tac, jusqu'à U de EP, tac tac tac, jusqu'à U de EN. Et ça, on va l'écrire dans E1, tac tac tac, EP, tac tac tac, EN. Donc, en fait, cet élément U de E1, on va dire, je vous l'écris en bas, j'effacerai ensuite pour que ce soit un peu plus lisible, on va dire par exemple que U de E1, il est égal à somme pour I égale 1 à N des lambda I U de EI. Et donc en fait, là, on va retrouver ici lambda 1, tac tac tac, ici lambda P, tac tac tac, ici lambda N. Donc en fait, ces éléments-là, c'est juste les éléments qui apparaissent dans la décomposition de U de E1 dans E1 jusqu'à EN. Je vous rappelle que U, c'est un endomorphisme de E, donc U de E1, ça reste un élément de E, et donc U de E1, en tant qu'élément de E, on peut le décomposer dans la base B de E. J'espère que tout ça c'est bien clair. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a de plus comme information sur U? On sait que U, c'est un endomorphisme dont l'image de F va rester dans F. Donc en fait, ce qu'on va avoir, c'est que E1, par définition, on l'a pris dans F, U de E1, en fait, il appartient à E, mais c'est même mieux, U de E1, en fait, il appartient à F. Et comme U de E1, il appartient à F, en fait, sa décomposition dans la base grand B, elle va être nulle pour tous les éléments qui sont hors de la base de F. Donc en fait, ce qu'on va avoir, c'est que U de E1, ça va être égal à juste somme pour I égale 1 AP des lambda I U de EI, qui appartient donc à F. Et en fait, tous les éléments qui vont être là à partir de lambda P plus 1, tous ceux-là, ils vont être égaux à 0. Donc en fait, c'est ça qu'on obtient. Donc là maintenant, si je réécris ce qu'on vient d'avoir, ce qu'on vient d'expliquer, tac, j'efface tout, on vient de voir que là, on allait jusqu'à lambda P, et tout ce qu'il y a en dessous de lambda P, c'est 0. De la même manière jusqu'à U de EP. U de EP, on va pouvoir l'écrire, comme EP c'est encore un élément de F, on va avoir pour U de EP, là on va avoir mu1 jusqu'à mu P, et ensuite, en dessous, on va avoir que des zéros. Donc en fait, qu'est-ce qu'on trouve pour l'écriture de U sur la base E1 jusqu'à EP? En fait, on va trouver que U de E1 jusqu'à EP, ça va rester ici dans E1 jusqu'à EP. Tout ce qu'il y a en dessous, ça va être nul. En fait, la décomposition des U de E1 jusqu'à U de EP dans la base B, ils vont avoir des composantes seulement sur E1 jusqu'à EP, et en dessous de EP, ils vont avoir des composantes qui vont être nulles. Donc ça veut dire voilà, que là, on a une matrice en haut à gauche, on va avoir un bloc en fait qui va être non nul, et en dessous, on va avoir un bloc ici, donc de taille n-p, qui va être, lui, nul. Donc en fait, c'est ça qu'on va avoir, il suffit juste de regarder la décomposition et de se rendre compte que U de F inclus dans F, ça veut dire que pour tout I appartient à 1P, on va avoir U de EI qui appartient à F. Et donc, puisque U de EI appartient à F, sa décomposition dans la base B, elle ne va avoir des composantes non nulles que devant les vecteurs de la base BF. Tout ce qu'il y a en dehors de la base BF, ça va être nul. Voilà, j'espère que c'est bien clair. S'il y a des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre, ou de faire même une autre vidéo pour bien réexpliquer ces principes-là. Mais du coup, si tout ça c'est clair pour vous, je vais simplement voir que ce qu'on obtient ici, c'est juste... voilà, je vais essayer de le redessiner de manière un peu plus claire, pour que ce soit vraiment bien clair pour vous. On va juste avoir en fait, et là ce qu'il faut bien comprendre, voilà, c'est que ici, on va avoir le bloc A, ici, on va avoir le bloc 0, et en fait, après, donc à partir du moment où on arrive sur U de EP plus 1, U de EP plus 1, c'est un vecteur qui va être dans E.
Donc a priori, bah, U de EP plus 1, il peut avoir des composantes non nulles de partout. Donc sur tous les vecteurs, E1 jusqu'à En. Donc là, on peut rien dire. Donc on va juste retrouver ici bah, des éléments qui sont a priori non nuls. Donc en réécrivant ça, on se rend compte donc que la matrice de U dans la base B, elle s'écrit sous la forme A, B, C, 0, avec du coup A qui est une matrice de taille P, dans R, ou dans K même. On va avoir B qui est une matrice, du coup, bah, en ligne, on en a P, et en colonne, on en a N-P, de K. On va avoir C qui est une matrice, donc bah, en colonne, de la même manière, on en a N-P, et en ligne, on en a aussi N-P. Donc là, on est sur du N-P, K. Et la matrice 0 qui donc, en ligne, on a N-P, et en colonne, on a P. Donc voilà. J'espère que tout ça c'est clair pour vous, et donc vous voyez que la décomposition d'un endomorphisme dans une base adaptée à F, donc cette base B là, en fait on a pris une base de F et on l'a complétée en une base de E, on se rend en fait juste compte que cette matrice de U dans la base B qui est adaptée à F, elle s'écrit sous la forme d'une matrice qui est triangulaire par bloc. Voilà, donc maintenant on passe à la dernière partie de ce bloc sur les sous-espaces stables. On va parler de déterminant d'un endomorphisme induit. Donc en fait on reprend U, un endomorphisme de E, tel que le sous-espace F est stable par U. Et en fait, on s'est rendu compte tout à l'heure que la matrice de U dans une base adaptée à F allait s'écrire sous la forme d'une matrice qui va être triangulaire supérieure par bloc. Mais en fait, on peut même dire mieux, on peut dire que le déterminant de U, il va être égal au déterminant de A fois le déterminant de C. Donc en fait, on se rend compte que ce qu'on connaît a priori sur les déterminants de matrices classiques, c'est-à-dire que sur une matrice triangulaire supérieure, son déterminant, c'est le produit des éléments diagonaux. Ça, je vous le rappelle, c'est dans la partie démonstration que j'ai mise là, mais c'est pas grave. Je vous mets un petit rappel, c'est que si on a une matrice qu'on va appeler M, qui s'écrit sous la forme, donc sur la diagonale, on a des lambda 1 jusqu'à des lambda n, ici on a des 0, et ici on a en haut à droite des éléments a priori non nuls. On a donc M qui est triangulaire supérieur, et on va bien avoir que le déterminant de M, ça va être le produit des éléments diagonaux. Donc ça, c'est un rappel. Maintenant, vous vous rendez compte que pour U, qui s'écrit sous la forme d'une matrice triangulaire supérieure par bloc, on va aussi avoir cette propriété. Mais la démonstration est un peu plus lourde, et si vous n'avez pas envie de voir la démonstration à ce moment-là, eh ben, je vous invite vivement à passer à la vidéo suivante, parce que la démonstration ici va être un petit peu lourde. Voilà, maintenant on va passer à la démonstration de cette propriété-là. C'est une démonstration qui est assez lourde, assez technique, et quand même assez longue. Donc on commence par rappeler que la base B qu'on a considérée tout à l'heure, c'était E1, EP, EP plus 1 jusqu'à En. Et ça, on a dit que c'était une base qui était adaptée à F. Donc en fait, là, on a BF. BF, c'est une base adaptée à F. Et donc, ce qu'on va écrire, on va écrire grand F qui va être du coup l'espace engendré par les E1 jusqu'au EP. Et on va rajouter grand G qui est l'espace engendré par ce qui reste. Donc les EP plus 1 jusqu'à En. Voilà. Donc évidemment, on a U restreint à F et un endomorphisme de F, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a U restreint à G qui est a priori pas un endomorphisme de G. Donc ce qu'on va faire pour obtenir un endomorphisme de G, c'est qu'on va projeter le résultat de U restreint à G sur G. Donc on va noter P, la projection sur G parallèlement à F. Donc si maintenant on appelle V l'endomorphisme PG rond U restreint à G, on va bien avoir que V est un endomorphisme de G. Pourquoi? Parce qu'en fait maintenant, si U restreint à G, il a des composantes qui sont en dehors de G, ben en fait on va tout reprojeter dans G, ce qui va permettre de constamment rester dans G en fait. Donc si vous prenez, on va juste faire un petit exemple, soit E appartient à grand G, donc V de E, c'est égal à PG de U restreint à G de E, sauf que U restreint à G de E, a priori, c'est dans tout E. Donc U restreint à G de E, ça va être égal à somme pour I égale 1 à N de lambda I EI, a priori. Sauf que, une fois qu'on a ça, si on réapplique PG, donc si on fait PG
en U restreint à G de E, on se rend compte que, en fait, PG, il va juste annuler tout ce qui est en dehors de G. Donc il va juste nous rendre somme pour I égale P plus 1 à N des lambda I, EI. Donc ça appartient bien à G. Donc en fait, voilà, quand on a un problème d'endomorphisme qui est a priori pas défini sur un sous-espace, une solution et une technique assez classique pour faire en sorte qu'on définisse bien un endomorphisme sur le sous-espace en question, c'est de projeter son image sur l'espace considéré. Ensuite, avec ces notations, on va donc avoir que le déterminant de A, B, C, 0, ça va être égal au déterminant dans la base B de U, qui lui-même va être égal au déterminant dans la base B de la famille U1 jusqu'à U de EN. Pour vous rappeler de ça, je vous mets dans la bannière la vidéo que j'ai faite sur les déterminants. Donc je vous rappelle que le déterminant d'un endomorphisme, c'est en fait rien d'autre que le déterminant de ces vecteurs colonnes. Et donc ce déterminant de la famille des U de EI, ça va être égal en fait au déterminant toujours dans la base B de U restreint F de E1 jusqu'à U restreint F de EP, puisqu'on a dit que U restreint F était bien un endomorphisme de F, donc voilà, U et U restreint F coïncident sur F, en fait, et pour la suite, on peut rien dire, donc on garde U jusqu'à U de EN. Ok. Maintenant, on va utiliser un résultat fondamental sur les formes n linéaires alternées. On a donc que toutes les formes n linéaires alternées sont proportionnelles sur un espace de dimension n. Donc là, maintenant, on va se servir de ce résultat sur, en particulier, on prend l'application petit f, qui part de grand F, et qui arrive dans R, et qui a x1 jusqu'à xp, on rappelle que f, on l'a supposé de dimension p, va lui associer le déterminant dans la base B de x1 jusqu'à xp, et ensuite on complète par u de ep plus 1 jusqu'à u de en. On se rend compte que petit f, c'est une application qui est p linéaire alternée sur un espace de dimension p, donc en particulier, on va avoir petit f qui est proportionnel à l'application qui, à x1, xp, associe le déterminant dans bf de juste x1, xp. Voilà, donc là on a deux applications p linéaires alternées sur un même espace de dimension p, donc elles sont toutes les deux proportionnelles entre elles. Donc en particulier, ce coefficient de proportionnalité, on peut se rendre compte que c'est juste f de E1 jusqu'à EP. Et donc on a que f de x1 jusqu'à xp, c'est en fait juste f de E1 jusqu'à EP de déterminant dans BF de x1 jusqu'à xp. Et donc là, en particulier, on peut se rendre compte qu'on va avoir f de u restreint f de E1 jusqu'à u restreint f de EP, qui va être égal à f de E1 jusqu'à EP, fois le déterminant dans BF de u restreint f de E1 jusqu'à u restreint f de EP. Et ça, en fait, on se rend compte à droite là que cette expression-là, c'est juste le déterminant dans la base BF de U restreint F. Donc en fait, ça c'est juste F de E1 jusqu'à EP fois le déterminant dans BF de U restreint à F. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne en particulier que l'application U restreint à F dans la base BF, c'est ce qu'on a noté grand A. Donc en fait, là, on a F de E1 jusqu'à EP fois le déterminant de grand A. Donc voilà, là, ça commence à sortir. On voit qu'on a fait apparaître déterminant de A. Et donc, en se rappelant de cette définition initiale de petit f, ce qu'on vient de démontrer là, en fait, c'est juste que le déterminant dans la base B de U de E1 jusqu'à U de EN, c'est égal à f de E1 jusqu'à EP, fois déterminant de A, et f de E1 jusqu'à EP, c'est de la même manière égal au déterminant dans la base B de E1 jusqu'à EP, U de EP plus 1, tac tac tac, U de EN, fois le déterminant de A. Maintenant qu'on en est là, il y a encore une chose qu'il faut remarquer, c'est que tous les vecteurs qui nous restent là dans ce déterminant, c'est des vecteurs qui sont en fait l'image par U de vecteurs de G. Donc ce qu'il faut remarquer en fait, c'est que par construction de l'endomorphisme petit v, on va avoir pour tout cas supérieur ou égal à P plus 1, on a U de EK moins V de EK qui appartient en fait au vecte de E1 jusqu'à EP. Parce qu'on a dit du coup qu'on avait sur V forcé d'induire un endomorphisme sur G. Donc en fait,
toutes les images V de EK, c'est en fait exactement la partie de U de EK qui est sur G. Donc en fait, là, on a pris dans V de EK l'image par U de EK, et on a gardé seulement ses composantes sur grand G. Donc en fait, quand on fait U de EK moins V de EK, on va garder uniquement les composantes de U de EK qui sont sur grand F. Sauf que, vous le savez mieux que moi, parce que vous avez bien regardé la vidéo que j'ai faite sur les déterminants, c'est qu'on ne change pas la valeur d'un déterminant si on ajoute à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes. Donc là, en fait, ce qu'on vient de dire, concrètement, c'est que le déterminant dans la base B de E1 jusqu'à EP, puis U de EP plus 1 jusqu'à U de EN, bah en fait, il est égal au déterminant dans la base B de E1 jusqu'à EP, puis V de EP plus 1 jusqu'à V de EN. Pourquoi est-ce qu'on a ça, en fait? Parce que là, vous regardez que U de EK, il est égal à V de EK plus une combinaison linéaire sur les EI de F. Donc en fait, quand on prend V de EP plus 1, on peut dire que V de EP plus 1, c'est égal à U de EP plus 1 plus une combinaison linéaire de ces E1 jusqu'à EP. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté dans le déterminant, au niveau de ce coefficient-là, une combinaison linéaire des autres colonnes qui sont ici. Donc en fait, le déterminant reste inchangé. Et donc, une fois qu'on en est là, on va refaire exactement le même procédé que ce qu'on vient de faire avec l'application petit f. On va définir une application petit g qui a xp plus 1 jusqu'à xn, qui sont du coup dans grand G, associe le déterminant dans la base B de E1 jusqu'à EP, puis xp plus 1 jusqu'à xn. Et donc là, en refaisant exactement le même processus, on va se rendre compte que G de V EP plus 1 jusqu'à VEN, c'est égal au déterminant de V fois G de EP plus 1 jusqu'à EN. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient d'observer? On vient d'observer en fait que le déterminant dans la base B de U, il était égal au déterminant de A fois le déterminant de V, du coup, c'est le déterminant de C, puisque c'est juste U restreint à G projeté uniquement sur G. Donc dans la matrice de U, je vous rappelle qu'elle s'écrit sous cette forme-là. Donc si on prend uniquement l'image par U de G, on va trouver ça, on va trouver B et C, ce bloc-là. Maintenant, si on projette uniquement sur G, on va se retrouver avec ça. Parce que je vous rappelle que là, on a G, là, on a F, ici, on a U de F, et ici, on a U de G. Et donc, en fait, voilà, donc, on se rend compte que le déterminant de V, là, c'est juste le déterminant de C, fois, il nous reste G de EP plus 1 jusqu'à EN, et G de EP plus 1 jusqu'à EN, ça représente quoi? Ça représente le déterminant dans la base B de E1 EP, EP plus 1, EN. Et ça, par définition, c'est égal à 1. Donc, on vient de montrer que le déterminant de B dans U, c'était juste égal au déterminant de A fois le déterminant de C. Parce que ça, c'est égal à 1. Voilà, donc la démonstration touche à son but. On va pouvoir, j'espère que vous avez suivi jusqu'ici et que vous êtes encore là, on va pouvoir encadrer ce résultat. Et donc, voilà, on vient de se rendre compte que la démonstration était un peu fastidieuse, mais ça met en œuvre des résultats et des approches qui sont quand même assez importantes. C'est bien de connaître tout ça, ça fait remanier toute la théorie sur les formes n linéaires, alternées, etc. Vous voyez qu'il y a parfois des démonstrations dans lesquelles on a besoin de ce genre de théorie. Donc on ne fait pas ce genre de théorie simplement pour le plaisir de vous introduire les déterminants et après on fait que du calcul bourrin. Il peut y avoir parfois dans des sujets des exercices ou des parties de problèmes qui demandent de bien maîtriser cette théorie sur les formes n linéaires alternées. Donc voilà, je vous invite à aller refaire un tour sur la vidéo sur les déterminants que j'avais déjà faite. N'hésitez pas encore une fois à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce genre de format, moi j'ai une grande question, c'est de savoir si vous avez envie d'avoir les démonstrations en live dans les vidéos que je vous propose. Pour les exercices, ce sera un peu plus simple aussi avec la tablette graphique. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette tablette graphique, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour la deuxième vidéo sur la réduction. On va s'attaquer au polynôme d'endomorphisme, donc partie très très importante, une partie assez dense aussi. On va voir beaucoup de choses, donc voilà, je vous invite à bien rester connecté, à me faire part de vos retours, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Naïel Prépa. Salut!